Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci de m'avoir présenté. Donc, effectivement, je représente une association. Je suis président d'une association qui s'appelle l'Association des professionnels en conseil, climat, énergie et environnement. C'est une association qui regroupe des cabinets de conseil spécialisés en comptabilité carbone, aussi en mobilité durable, stratégie de décarbonation, etc. Cette association a plein d'initiatives en termes de communication. Les dernières, c'est une série de podcasts qui a été publiée, qui est disponible sur notre site internet sur le sujet de la transition bas carbone. Et prochainement, donc ça sera au printemps, on aura un salon virtuel sur le sujet de la mobilité durable. Alors évidemment, c'est pas ce qui vous intéresse aujourd'hui, mais j'en profite pour le signaler. Donc j'ai la lourde tâche aujourd'hui de vous parler un petit peu d'énergie, de contextualiser les questions que vous pouvez vous poser et de vous parler aussi de climat. Évidemment, les informations que je vais vous communiquer aujourd'hui, elles sont un peu synthétiques. Si des questions se posent à l'issue de la réunion, vous aurez toujours la possibilité de revenir vers nous, nous contacter. On est disponible, on est là pour ça aussi, pour répondre aux questions. Même si moi, je ne vais pas pouvoir rester très longtemps aujourd'hui, et je vous prie de m'en excuser par avance. Donc, sur l'énergie, quelques notions rapides qu'il est important d'avoir en tête. L'énergie, c'est la source de toute transformation. Vous voulez changer la température d'une salle, vous voulez la chauffer, il faut de l'énergie. Vous voulez transformer la matière, la façonner, il faut de l'énergie. Vous voulez déplacer un objet, déplacer des personnes, il faut de l'énergie. Vous voulez transformer la composition atomique, ou la composition moléculaire, il faut de l'énergie. L'énergie est source de toute transformation, et sans énergie, on ne peut rien transformer. Le monde qui nous entoure repose entièrement sur l'utilisation de l'énergie. Donc il faut avoir ça en tête, c'est qu'on l'a oublié parce que l'énergie aujourd'hui, elle est disponible à un coût abordable, j'y reviendrai. Mais voilà, l'énergie est absolument centrale dans le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. On pourrait donner une définition de l'énergie finalement qui serait l'énergie, c'est la grandeur qui mesure la quantité de transformation d'un système. Voilà. Alors, il faut savoir, évidemment, nous ne créons pas d'énergie. Nous ne faisons que utiliser de l'énergie qui est disponible, qui est plus ou moins facilement utilisable, plus ou moins facilement exploitable, mais nous ne faisons que utiliser l'énergie disponible. Nous n'en créons pas. Nous ne créons pas d'énergie. Quand nous utilisons une énergie concentrée, alors je vais vous parler d'énergie fossile, le charbon, le gaz, le pétrole sont des énergies concentrées. L'uranium est une énergie encore plus concentrée. Ce n'est pas une énergie fossile, c'est une énergie minérale. Quand on utilise une énergie concentrée, eh ben, en fait, on réduit un stock qui existe. Donc ça, il faut avoir ça en tête. C'est la chose qui est centrale dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a un stock d'énergie sur Terre qui n'est pas infini, et qui a tendance à diminuer, et surtout qui est de plus en plus compliqué d'aller chercher. Il faut de plus en plus d'énergie et de plus en plus d'argent pour aller rechercher du charbon, du pétrole et du gaz. Et donc, on va connaître effectivement des difficultés par rapport à ces sujets de l'énergie qu'on commence à peine à voir aujourd'hui. Donc, je vous le disais, l'énergie concentrée, elle n'est pas chère, mais elle se raréfie, puisque en fait, on réduit les stocks existants. Et donc, l'énergie va coûter de plus en plus cher. Autre point qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'énergie dénuée d'inconvénients. Toutes les énergies utilisées à grande échelle ont des inconvénients. Donc l'idée qu'on pourrait remplacer des énergies sales par des énergies propres qui seraient les énergies renouvelables, c'est pas si simple que ça. Je donne un seul exemple. Si on voulait utiliser, disons, remplacer toute l'énergie utilisée aujourd'hui en France par de l'énergie solaire, il faudrait couvrir la France, 50% de la France peut-être de panneaux photovoltaïques. Donc je vous laisse imaginer ce que ça veut dire en termes de matériaux à rassembler, en termes de conséquences sur la biodiversité, en termes de conséquences sur notre capacité à développer une agriculture, etc. etc. Donc il n'y a pas d'énergie complètement propre. Toutes les énergies à grande échelle posent problème et il faut arbitrer en fait entre
des énergies qui ont plus ou moins d'avantages ou d'inconvénients. Quelques notions rapides sur l'énergie primaire. Donc, il y a les énergies fossiles, je vous le disais, et il y a les énergies renouvelables. Les énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz. Alors, l'uranium, ce n'est pas vraiment une énergie fossile, je ne rentre pas trop dans le détail, mais disons que c'est des énergies de stock. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, il y a un stock qui est disponible, et plus on réduit ce stock, moins il y a d'énergie disponible, évidemment, pour les années qui viennent, pour les générations futures. Les énergies renouvelables, au contraire, alors oui, là, on a les stocks... Alors, il faut être très prudent sur les réserves mondiales parce qu'il y a des querelles d'experts. Beaucoup d'informations sont privées, sont détenues par des groupes privés. Mais on estime aujourd'hui, voilà, vous voyez, que pour le pétrole et le gaz, on a environ peut-être 50 ans de réserves au rythme où on les consomme actuellement. Pour le charbon, peut-être 120 ans, peut-être un peu plus, on ne sait pas. Et l'uranium, au rythme où c'est consommé actuellement par le nucléaire, c'est 200 ans. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est de plus en plus compliqué d'aller chercher ces énergies, en tout cas. Les énergies renouvelables, le soleil, le vent, l'eau, la biomasse, la géothermie, elles sont pratiquement infinies. Alors, je dis pratiquement parce que si on prend l'exemple de la biomasse, c'est-à-dire le bois, en fait, il y a quand même une limite, c'est la surface de sol disponible. On ne peut pas, évidemment, planter des arbres s'il n'y a pas de sol disponible. Et la limite réside aussi dans notre capacité à transformer cette énergie et à la rendre utile, et donc à rassembler suffisamment de matériaux, de métaux, de choses qui, elles-mêmes, pour être fabriquées, nécessitent de l'énergie pour pouvoir rendre l'énergie renouvelable utile. Donc, ce n'est pas si simple que ça, quoi. Alors, le kilowattheure, c'est une des unités qu'on utilise pour parler d'énergie. J'aurais pu parler du joule, normalement, c'est l'unité scientifique. Mais le kilowattheure, c'est une unité qui parle à tout le monde, puisque c'est celle que vous trouvez sur votre facture de gaz, sur votre facture d'électricité. Et je trouve qu'il est intéressant d'avoir quelques ordres de grandeur. Qu'est-ce qu'on fait avec 1 kilowattheure? Alors déjà, il faut savoir que 1 kilowattheure, c'est l'énergie qui est détenue dans 0,1 litre d'essence. Avec ça, on peut faire bouillir 8 litres d'eau, ou on peut allumer 800 ampoules de 5 watts chacune pendant 1 heure. Oui, pardon, 200 ampoules, j'ai dit quoi? 100 800. Ah, 200, excusez-moi, ma langue a fourché. De 5, peu importe. Peu importe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, le pétrole, c'est une énergie qui est extrêmement pratique. On peut la transporter, elle est très concentrée, elle était jusqu'à il y a peu relativement abondante et facile à récupérer. Et donc ça explique pourquoi finalement le pétrole est l'énergie la plus utilisée aujourd'hui dans le monde. 1 litre d'essence, ça équivaut à peu près, alors c'est des ordres de grandeur qu'on pourrait discuter dans le détail, mais retenez simplement les ordres de grandeur, c'est 10 à 100 jours de travail d'un être humain. Donc vous vous rendez compte l'énergie qui est détenue dans 1 litre de pétrole. C'est juste incroyable. 10 à 100, c'est pourquoi? Parce que si on utilise les bras ou les jambes, on n'a pas tout à fait la même puissance. On considère aujourd'hui qu'un Européen en moyenne utilise dans une année environ 50 000 kWh. 50 000 kWh pour toutes ces activités, se déplacer, se nourrir, se chauffer, etc. Faire fonctionner ces appareils. C'est l'équivalent, si on fait du coup des ratios, de 400 à 500 personnes qui travailleraient en permanence pour chacun d'entre nous. Voilà. On est dans un monde, c'est ça l'ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête, on est dans un monde où l'énergie est extrêmement abondante. On s'en rend même plus compte. Elle n'est pas chère, en fait. Donc, elle n'est pas chère. Alors, je vous entendais parler du fait que le coût allait augmenter. Oui, c'est vrai, mais ça va augmenter. Mais en réalité, par rapport au service qu'elle rend, aujourd'hui, elle est extrêmement abondante et pas chère du tout. Et donc, les choses vont changer. L'énergie pas chère, elle nous a permis beaucoup de choses. Elle nous a permis d'améliorer la nourriture, d'améliorer l'efficacité de fabrication des objets, de développer le transport, de développer les échanges. Et elle est finalement la source d'une croissance absolument exponentielle de la population sur Terre. Elle est la croissance aussi de la richesse sur Terre, la richesse économique, la richesse en biens, en capacité de transformation.
nous n'aurions pas le monde que nous connaissons aujourd'hui sans cette énergie abondante. Ça, il faut aussi retenir ça. Évidemment, le problème, c'est que cette énergie, elle a des inconvénients. On l'a utilisée sans compter et sans mesurer à quel point c'était un don. Elle a des conséquences sur le système Terre, des conséquences qui commencent à être de plus en plus graves. J'en parlerai dans la deuxième partie de l'exposé. Mais voilà, retenez qu'il y a la même, on remarque la même progression exponentielle sur les conséquences de l'utilisation de cette énergie que sur la croissance exponentielle de la population ou de la quantité de richesse produite sur Terre. Voilà. Voilà un graphe que vous connaissez peut-être, résumé en un mot ce qui s'est passé depuis la révolution industrielle. Vous avez donc avec les couleurs l'empilement des énergies utilisées sur la planète. En abscisse, vous avez les dates. Vous voyez qu'en 1850, il n'y avait pratiquement, on n'utilisait pratiquement que la biomasse comme énergie, que le bois. Et c'est le début de la révolution industrielle. On commence par utiliser du charbon, et puis du pétrole, et puis du gaz. Et tout ça ne fait qu'augmenter. Quand on regarde la courbe en 2020, vous voyez à quel point il y a eu une accélération absolument hallucinante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et quand on regarde tout en haut de la courbe, les petites couleurs, alors on voit le nucléaire un petit peu en rouge. Au-dessus, on a l'énergie hydroélectrique et à peine visible sur le graphe, les énergies renouvelables. Donc la réalité du monde aujourd'hui, c'est qu'encore aujourd'hui, l'essentiel de notre monde repose sur l'utilisation des énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz. La transition énergétique dont on parle n'a pas commencé. Donc les énergies, en fait, il faut se retenir, il faut retenir ça, c'est tant qu'on en a, on l'utilise. On utilise de l'énergie. Et plus on en a, plus on a des sources d'énergie, plus on utilise de sources d'énergie. On n'a pas eu cette capacité jusqu'à présent de se dire on va arrêter d'utiliser telle énergie, on va la remplacer par telle autre. Ça, c'est un peu un mythe, en fait. Ce qu'on voit, c'est que tout ne fait que s'empiler. Regardez, par exemple, la consommation de pétrole, c'est le bleu. Je n'ai pas l'impression que c'est diminué sur la courbe, et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas passer longtemps là-dessus, mais retenez simplement que ça, c'est une comparaison. Donc, de toute façon, vous pourrez récupérer les slides, évidemment, version PDF. C'est une comparaison des différentes énergies. Sur la partie de droite, vous avez les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire leur impact sur l'effet du réchauffement climatique. On retrouve en haut le charbon, le pétrole et le gaz. Et sur la gauche, vous avez leur dangerosité au regard des risques d'accidents et de pollution qu'elles génèrent. Et donc, en fait, la mesure qui est ici, c'est le nombre de morts par térawattheure produit. Donc on voit que non seulement le charbon et le pétrole sont les plus polluantes vis-à-vis de l'effet climatique, mais c'est aussi quand même celles qui sont les plus dangereuses. Maladies de poumons, cancer, explosion sur les sites pour les ouvriers, etc. Le nucléaire, dans ça, je le signale, parce qu'il y a beaucoup de débats en France sur le nucléaire, c'est le vert. Vous voyez que ramener finalement à la puissance d'énergie produite, à la quantité d'énergie produite, finalement, statistiquement, c'est une énergie qui est extrêmement sûre, l'une des plus sûres qui soit. Je ferme la parenthèse. Ça, ce graphe-là vous présente pays par pays le mix énergétique, et non pas le mix électrique, le mix énergétique. La France est tout en bas. Vous voyez qu'on continue à peu près à être autour de 50% de notre énergie utilisée en France qui est d'origine fossile. Essentiellement les transports, le chauffage, l'industrie aussi, l'agriculture, etc. Alors, le changement climatique, parlons-en. Déjà, il faut faire la distinction, évidemment, c'est la base, parce qu'on entend encore des gens parfois dans les bulletins météo, de moins en moins, ou sur certains plateaux télé, dire « mais vous voyez, il fait très froid aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique ». Donc il ne faut pas confondre météo et climat. Météo, c'est ce qui se passe à un instant donné. Il y aura encore des grandes périodes de froid, ponctuelles. Mais ce qui est sûr, c'est que les moyennes, et quand on parle de climat, on parle bien des moyennes,
Les moyennes, c'est ce qui se passe sur un temps long. Donc quand on parle de climat, on parle de ce qui se passe sur un temps long, évidemment. Les observations qui sont faites par le GIEC. Donc le GIEC, c'est le groupement intergouvernemental international qui s'occupe du climat, qui a été créé en 1988, donc il y a 33 ans d'existence maintenant, qui ne fait pas des études, qui ne fait que collecter l'ensemble des études qui sont faites à la surface de la planète sur les sujets climat, météorologie, évolution, etc. Le GIEC donc, a synthétisé ces éléments, a produit son dernier rapport il y a 1 an et demi à peu près maintenant. Et donc, voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit qu'il y a un réchauffement moyen de la température moyenne à la surface de la planète qui a déjà atteint 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Sur la courbe de gauche, ici, vous avez ce qui s'est passé depuis la naissance du Christ. Vous avez une flèche qui monte, qui est absolument hallucinante au bout de ce graphe, qui est ce qui se passe depuis la révolution industrielle. Sur le graphe de droite, vous avez la même chose, mais simplement en regardant ce qui s'est passé entre 1850 et 2020. Et on voit que la courbe, non seulement elle augmente, mais elle augmente de plus en plus vite. Les spécialistes, météorologistes, climatologues ont fait des modélisations pour essayer de comprendre ce qui se passait. Les modélisations, c'est la courbe de droite sur le slide qui est ici. Les modélisations, elles sont en marron, c'est la courbe modélisée. En noir, c'est la courbe des observations faites, c'est-à-dire des mesures faites de température à la surface de la planète, les moyennes calculées, etc. Il y a un parfait recouvrement entre ce qu'on arrive à modéliser aujourd'hui et les observations qui sont faites. Ça veut dire qu'on a un modèle extrêmement robuste de ce qui se passe en termes de climat à la surface de la planète. Et il se passe que quand on enlève l'impact des activités humaines sur ce modèle, eh ben, on retrouve la courbe qui est en bleu en bas et qui est en fait une courbe où on voit que on aurait une continuité parfaite et on n'aurait pas cette augmentation de température. Donc le lien aujourd'hui, il est absolument certain entre les effets des activités humaines et le réchauffement climatique. Il est aussi constaté à l'échelle de la France. Alors à l'échelle de la France, ça c'est les relevés, vous avez sur le diagramme de droite les relevés de Météo France moyens sur le territoire français depuis le début du XXe siècle. Toutes les barres en rouge, c'est des barres où les années ont été plus chaudes que la moyenne. Les barres en bleu, c'est les années où ont été plus froides. On voit qu'en gros, depuis 1990, on est systématiquement au-dessus de la moyenne et que ça va en augmentant, en s'accélérant. Il n'y a pas sur ce diagramme ce qui s'est passé en 2022 ou ce qui se passe en 2023, évidemment. On l'ajoutera dans les années qui suivent. Mais je peux vous dire déjà que la barre, elle va être plus haute, évidemment, que la plus haute de ces barres-là. Donc on est sur un phénomène d'accélération du réchauffement. En France, la moyenne aujourd'hui, c'est 1,7 degré au-dessus de ce que la température moyenne était en France au début du 19e siècle. Au début du 20e siècle. 1,7 degré. Donc il faut savoir, c'est qu'il y a certaines zones où ça se réchauffe plus vite que d'autres. Voilà. Alors, le phénomène derrière ça, c'est l'effet de serre. Vous en avez probablement tous entendu parler. L'effet de serre, il faut comprendre, c'est que l'effet de serre, c'est un phénomène qui est naturel et qui est bénéfique à la vie sur Terre. Sans effet de serre, il n'y aurait pas de vie à la surface de la planète. Sans effet de serre, la température à la surface de la planète serait de moins 18 degrés. Moins 18 degrés. L'effet de serre, c'est en fait cette enveloppe de gaz de couche atmosphérique qui est autour de la planète, qui fait qu'il y a une partie de l'énergie qui serait normalement renvoyée dans l'espace, qui est maintenue autour de la planète. Sans ce phénomène-là, la vie n'existerait pas. Donc c'est un phénomène qui est naturel. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de changer par les émissions de gaz que nous faisons, par nos activités, notamment en brûlant du charbon, du pétrole et du gaz, on est en train de changer cet équilibre. Et on augmente cet effet-là. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui était équilibré jusqu'à la moitié du 19e siècle. Aujourd'hui, ce qui est en train de se produire,
c'est que, on change cet équilibre et donc on chauffe, en fait, on augmente la quantité d'énergie qui est reçue par la planète et on chauffe la planète. Voilà ce qui se passe très concrètement. Alors, les gaz à effet de serre, il y en a plusieurs types. Il y a le CO2 qui est extrait des énergies fossiles. Il y en a d'autres. Il y a le méthane. Le méthane qui est extrait des élevages bovins, principalement. Pourquoi? Parce que ce sont des animaux qui ont une digestion anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène, et la décomposition des substances organiques sans oxygène conduit à une production de gaz qui s'appelle le méthane, qui est le méthane qu'on connaît bien, qui est le gaz naturel en fait. Et ce gaz-là est aussi un gaz fortement impactant pour l'effet de serre et qui augmente l'effet de serre. Donc les élevages bovins ont une conséquence directe sur le réchauffement de la planète. Après, il y a d'autres phénomènes. Il y a le protoxyde d'azote qui est utilisé de plus en plus malheureusement par les jeunes pour des raisons récréatives qui peuvent être dangereuses, mais le protoxyde d'azote est surtout utilisé pour les engrais. Donc l'épandage des engrais, en fait, conduit à une production de protoxyde d'azote qui est aussi un gaz à effet de serre assez violent. Et puis il y a d'autres gaz qu'on a créés, qui sont heureusement en plus petite quantité, qu'on appelle les gaz fluorés, donc qu'on trouve notamment dans les climatiseurs, les choses comme ça. Système de réfrigération, dans l'industrie aussi, etc. Donc le CO2, on parle beaucoup de CO2, le dioxyde de carbone, parce qu'en fait, il est quand même responsable à lui tout seul de 75% du réchauffement climatique. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de CO2, de bilan carbone, de choses comme ça, parce que finalement, c'est un bon indicateur de ce qui se passe. Ce n'est pas le seul, mais c'est un bon indicateur de ce qui se passe. Et il se trouve qu'il y a un scientifique qui s'appelle Keeling, qui a lancé à la fin des années 50 une observation pour mesurer le pourcentage de CO2 dans l'atmosphère. Au début, ce n'était pas pour mesurer l'effet climatique, parce qu'il n'avait pas du tout ça en tête. Il voulait juste observer les variations saisonnières. Et en fait, il a été très surpris de voir que la courbe de concentration de CO2 dans l'atmosphère augmentait de manière implacable. Et là aussi, il y a une accélération. J'insiste, ce sont des mesures scientifiques. Le lien de cause à effet, il est absolument certain. Voilà. Alors, que devient le surplus d'énergie qui est généré par ce phénomène de déséquilibre du gaz à effet de serre? Eh bien, 91% de cette énergie, ça c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire, est absorbé par les océans. 91% de ce surplus d'énergie, la Terre est une machine absolument incroyable, qui a une capacité d'adaptation qui est extraordinaire. Il ne faut pas la pousser trop loin quand même, et c'est ça le problème. Mais cette capacité d'adaptation, elle est juste incroyable. 91% du surplus d'énergie est absorbé par les océans. Alors ça provoque des problèmes, parce que c'est dilatation des océans, c'est l'élévation du niveau de la mer. 3% de cette énergie provoque la fonte des glaciers continentaux, la fonte de la plaque antarctique ouest notamment, la fonte du Groenland aussi, des glaciers du Groenland. Tout ça, c'est de l'eau qui vient se déverser dans les océans et qui vient augmenter le niveau de la mer aussi. Et ça provoque aussi la fonte de la banquise, mais la banquise, c'est un peu différent. Il n'y a pas d'élévation du niveau de la mer qui est due à la banquise, puisque là, on est sur la logique du glaçon qui fond, et donc il n'y a pas de changement du niveau. Par contre, ça a un impact, cette fonte de la banquise, puisque ça change en fait, ça change les équilibres thermiques des courants marins. 5% de l'énergie est absorbée par les sols, donc on a un dessèchement des sols, une plus grande difficulté, une désertification dans certaines zones, plus grande difficulté aussi à développer l'agriculture. Et 1% seulement de cette énergie en plus qui est due à l'effet de serre se traduit par un changement de la température de l'air. Voilà. Donc le 1,2% dont je vous parlais tout à l'heure provient de 1% de ce surplus d'énergie. Alors, le problème qu'on a derrière tout ça, c'est que on sait modéliser des choses, mais il y a des choses qu'on ne sait pas modéliser. Les climatologues ne savent pas modéliser, par exemple, la fonte du permafrost, donc c'est le sol gelé en Russie, au Canada, etc., va provoquer des émissions de gaz à effet de serre en quantité qu'on ne sait pas évaluer aujourd'hui.
Et il pourrait y avoir un phénomène d'emballement, en fait, derrière, qui pourrait provoquer une accélération du phénomène de réchauffement, etc. Alors, les scénarios du GIEC, le GIEC, donc, en fait, pour éviter qu'il y ait cet emballement, l'objectif du GIEC, celui qui avait été défini à l'occasion de la COP 21 en 2015 à Paris, l'objectif recommandé par les climatologues, c'est de dire qu'il ne faut pas qu'on dépasse les 2 degrés. Si on dépasse les 2 degrés, on rentre dans un domaine où on ne sait plus ce qui va se passer, en fait. Derrière, il peut y avoir un emballement et on ne sait pas modéliser, et les conséquences, évidemment, peuvent être beaucoup plus graves. Donc, il faut tout faire pour essayer de rester sous les 2 degrés. C'est pas... Et 2,5, ça a l'air d'être pas beaucoup plus grave que 2 degrés. En fait, potentiellement, 2,5, ça peut vouloir dire déclencher des phénomènes d'emballement qu'on ne maîtrisera plus ensuite. Voilà. Donc, voilà, les scénarios du GIEC, pour la fin du siècle, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, malheureusement, j'y reviens après, d'après les engagements des États, on est plutôt sur un scénario qui est le scénario médian sur la courbe d'ici, où on serait sur un réchauffement autour de 3 degrés. Dans les hypothèses qu'on sait modéliser, c'est-à-dire sans tenir compte, évidemment, des incertitudes qu'on ne sait pas modéliser. Voilà. Je passe là-dessus. Ça, c'est pour rappeler que selon les scénarios, le réchauffement sera plus ou moins grave dans les régions du monde. Ça, c'est les courbes de fonds de banquise, d'augmentation du niveau de la mer, et un autre phénomène que je ne vais pas détailler ici, qui est l'acidification des océans, qui est lié à l'augmentation du CO2 dans les océans, mais qui a pour cause de provoquer un potentiel effondrement de la chaîne alimentaire dans les océans. Voilà, les conséquences en France, vous commencez à les voir. Chaleur extrême, incendie, sécheresse, inondation, avec des crues de rivières notamment, qu'on voit en ce moment, des tempêtes, des tornades dans des régions qui n'existaient pas. Je ne vais pas rentrer dans les explications évidemment ici de pourquoi ça arrive et pourquoi c'est lié au réchauffement climatique. De nouvelles maladies aussi qui n'existaient pas sous nos latitudes. Voilà. Alors, je vais finir simplement mon intervention en vous disant que la morale de l'histoire, c'est que il faut évidemment passer à l'action. Parce que ne pas passer à l'action, c'est vraiment partir dans un inconnu complet. Et c'est pour ça que vous commencez à voir apparaître des lois qui aujourd'hui sont très loin, en fait, très 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 loin de ce qu'il faudrait faire. Mais vous commencez à voir des lois qui apparaissent et qui sont contraignantes. Donc, il est très important de se préparer non seulement effectivement, efficacement à répondre à ces lois, mais de se préparer aussi et de réfléchir à des stratégies pour au-delà de ces lois, parce qu'il y a fort à parier que les choses vont aller en se durcissant considérablement d'ici la fin de la décennie et dans la décennie suivante. Alors, voilà, je finis là-dessus. En France, la première chose à faire, c'est de mesurer, évidemment, où est-ce qu'on a des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est l'image de la répartition en France. Toutes les entités devraient faire ça. Toutes les entités devraient commencer par faire des bilans carbone, des bilans GES. Parce qu'il faut savoir où est-ce qu'on émet et comment on peut agir efficacement. Donc en France, c'est les transports, parce qu'on a une électricité qui est largement décarbonée. Et puis derrière, juste derrière, il y a ce qui vous intéresse, c'est-à-dire c'est le chauffage, le résidentiel, aussi la construction, parce que la construction, avec notamment l'utilisation de ciment pour les bâtiments neufs, est responsable aussi d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà l'objectif que s'est donné la France, c'est-à-dire arriver à l'horizon 2050 à ce qu'on appelle la neutralité carbone. Vous voyez, on est tout en haut de la courbe pratiquement. La droite, là, c'est ce qu'il faut faire. C'est absolument vertigineux. C'est une transformation radicale de la société. Et nous n'en voyons aujourd'hui que le tout début. Et pour ce qui est du bâtiment, voilà la courbe à quoi doivent ressembler les transformations dans le bâtiment. Et retenez qu'il y a 4 choses, et c'est mon dernier slide, qui sont recommandées dans la stratégie nationale bas carbone. C'est 1, orienter le secteur vers un usage d'énergie 100% décarboné. Donc ça veut dire on arrête d'utiliser du gaz, on arrête d'utiliser évidemment du pétrole, et encore plus du charbon, mais ça devient quand même rarissime. Forte accélération du rythme de la qualité des rénovations des logements pour essayer d'être plus efficace et de dépenser moins d'énergie.
accroître les niveaux de performance en énergie et en empreinte carbone pour les bâtiments neufs. Et puis, sobriété des usages. Sobriété des usages, ça veut dire baisser les températures dans les bâtiments, utiliser moins d'électricité, etc., etc. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.